avec les morceaux que vous allez diffuser, puisque le cahier des charges, c'est de leur faire composer une œuvre originale. Voilà que la phrase se peuple d'éléments syntaxiques qui sont d'une découpe plus fine que les figures larges de la proposition. Ce nouveau découpage met la grammaire générale devant la nécessité d'un choix, ou bien poursuivre l'analyse au-dessus de l'unité nominale et faire apparaître avant la signification les éléments insignifiants dont elle est bâtie, ou bien réduire par une démarche régressive cette unité nominale. Lui reconnaître des mesures plus restreintes et en retrouver l'efficacité représentative au-dessus des mots pleins dans les particules, dans les syllabes et jusque dans les lettres mêmes. Ces possibilités sont offertes, plus sont prescrites. Dès le moment où la théorie des langues se donne pour objet le discours et l'analyse de ses valeurs représentatives, elle définissant le point des récits qui partagent la grammaire du XVIIIe siècle. Supposerons-nous, dit Harris, que toute signification est, comme le corps, divisible et une infinité d'autres significations, divisible elle-même à l'infini. Ce serait une absurdité. Il faut donc nécessairement admettre qu'il y a des sons significatifs dont aucune partie ne peut par elle-même avoir de signification. La signification disparaît dès que sont dissociées suspendues les valeurs représentatives des mots. Apparaissant en leur indépendance des matériaux qui ne s'articulent pas sur la pensée et dont les liens ne pouvant se ramener à ceux du discours. Il y a une mécanique propre aux concordances, au régime, aux flexions, aux syllabes et aux sons, et de cette mécanique, aucune
valeur représentative ne peut rendre compte. Il faut traiter la langue comme ces machines qui, peu à peu, se perfectionnant en sa forme la plus simple. La phrase n'est composée que d'un sujet, d'un verbe, d'un attribut. Et toute addition de sens exige une nouvelle et entière proposition. Ainsi, les plus rudimentaires des machines supposant des principes de mouvement qui diffèrent pour chacun de leurs organes. Mais lorsqu'elles se perfectionnent, elles soumettant à un seul et même principe tous leurs organes, qui n'en sont plus alors que les intermédiaires, les moyens de transformation, les points d'application du même. En se perfectionnant, les langues font passer le sens d'une proposition par des organes grammaticaux qui n'ont pas en eux-mêmes de valeur représentative, mais ont pour rôle de la préciser, d'en relier les éléments, d'en indiquer les déterminations actuelles. En une phrase et d'une seule tenante, on peut marquer des rapports de temps, de conséquences, de possession, de localisation, qui entrent bien dans la série sujet, verbe, attribut, mais ne pouvant être cernés par une distinction aussi vaste. De l'importance prise depuis Bosé. Par les théories du complément, de la subordination, de là aussi le rôle croissant de la syntaxe. À l'époque de Port Royal, celle-ci était identifiée avec la construction et l'ordre des mots, dont avec le déroulement intérieur de la proposition. Avec Sicard, elle est devenue indépendante. C'est elle qui commande à chaque mot sa forme propre. Et ainsi l'autonomie du grammatical s'esquisse, telle qu'elle sera définie tout à fait à la fin du siècle par Sylvestre de Sacchi, lorsque, le premier avec Sicard, il distingue l'analyse logique de la proposition et celle grammaticale de la phrase. En
pouvons comprendre pourquoi des analyses de ce genre sont demeurées en suspens tant que le discours fut l'objet de la grammaire. Dès qu'on atteignait une couche de l'articulation où les valeurs représentatives tombaient en poussière, on passait de l'autre côté de la grammaire. Là où elle n'avait plus prise dans un domaine qui était celui de l'usage et de l'histoire. La syntaxe au XVIIIe siècle était considérée comme le lieu de l'arbitraire où se déployaient en leur fantaisie les habitudes de chaque peuple. En tout cas, elles ne pouvaient en être. Au XVIIIe siècle, rien de plus que des possibilités abstraites, non pas préfiguration de ce qui allait être la philologie, mais branchies non privilégiées d'un choix. En face, à partir du même point des récits, on voit se développer une réflexion qui, pour nous, est la science du langage que nous avons bâtie depuis le XIXe siècle et dépourvu de valeur, mais qui permettait alors de maintenir toute l'analyse des signes verbaux à l'intérieur du discours et qui par ce recouvrement exact faisait partie des figures positives du savoir. On recherchait l'obscure fonction nominale qu'on pensait investie et cachée dans ses mots, dans ses syllabes, dans ses flexions, dans ses lettres que l'analyse trop lâche de la proposition laissait passer à travers sa grille. C'est qu'après tout, comme le remarquaient les auteurs de Port Royal, toutes les particules de liaison ont bien un certain contenu puisqu'elles représentent la manière dont les objets sont liés et celle dont ils s'enchaînent dans nos représentations. Ne peut-on pas supposer qu'ils ont été des noms comme tous les autres? Mais au lieu de se substituer aux objets, ils auraient pris la place, placé des gestes par quoi les hommes les indiquant ou simulant leur lien et leur succession.
Ce sont ces mots qui ou bien ont perdu peu à peu leur sens propre. Celui-ci, en effet, n'était pas toujours visible, puisqu'il était lié au geste, au corps et à la situation de locuteur, ou bien son son incorporé aux autres mots en qui il trouvait un support stable et à qui il fournissait en retour tout un système de modification. Si bien que tous les mots, quels qu'ils soient, sont des noms endormis. Les verbes ont joint des noms adjectifs au verbe être. Les conjonctions et les prépositions sont les noms de gestes désormais immobiles. Les déclinaisons et les conjugaisons ne sont rien de plus que des noms absorbés. Les mots, maintenant, pouvant s'ouvrir et libérer le vol de tous les noms qui s'étaient déposés en eux. Comme le disait le Bel, à titre de principe fondamental de l'analyse. Il n'y a pas d'assemblage dans les parties n'ayant existé séparément avant d'être assemblées. Ce qui lui permettait de réduire tous les mots à des éléments syllabiques ou réapparaissant enfin les vieux noms oubliés. Les seuls vocables qui auront la possibilité d'exister à côté du verbe être. Romulus, par exemple, vient de Roma et moleri, bâtir. Et Roma vient de ro, qui désignait la force, robeur. Et de ma, qui indiquait la grandeur, magnus. De la même façon, Thiebaud découvre dans Abandonné trois significations latentes, à qui présente l'idée de la tendance ou de la destination d'une chose vers quelque autre chose. Banqui donne l'idée de la totalité du corps social et de qui indique l'acte par lequel on se dessaisit d'une chose. Se dessaisit d'une chose. Et s'il faut en arriver au-dessus des syllabes, jusqu'aux lettres même, on y recueillera encore les valeurs d'une nomination rudimentaire. À quoi c'est employé
merveilleusement, corps de Gébelin, pour sa plus grande gloire et la plus périssable. La touche labiale la plus aisée à mettre en jeu, la plus douce, la plus gracieuse, servait à désigner les premiers êtres que l'homme connaît. Ce qui l'environnement et à qui il doit tout. Papa, maman, baiser. En revanche, les dents sont aussi fermes que les lèvres sont mobiles et flexibles. Les intonations qui en proviennent sont fortes, sonores, bruyants. C'est par la touche dentale qu'on tonne, qu'on retentit, qu'on étonne. Par elle, on désigne les tambours, les timbales, les trompettes. Isolées, les voiles à leur tour pouvant déployer le secret des noms millénaires sur quoi l'usage les a refermés. A pour la possession, avoir, et pour l'existence, pour la puissance, ou pour l'étonnement, les yeux qui s'arrondissent, ou pour l'humidité, donc pour l'humeur, et peut-être au cru le plus ancien de notre histoire. Consonnes et voyelles distinguées seulement selon du groupe encore confus, formant-elles comme les deux seuls noms qui ayant articulé le langage humain. Les voyelles chantant, disséant les passions, les rudes consonnes, les besoins. On peut encore distinguer les parlers rocailleux du nord, forêt des gutturales, de la femme et du froid, où les langues méridionales, les langues méridionales, toutes de voyelles, nées de la matinale rencontre des bergers, comme sortant du pur cristal des fontaines, les premiers feux de la mort. Dans tout son épaisseur, et jusqu'aux sons les plus archaïques qui pour la première fois l'ont arraché au cri. Le langage conserve son fonction représentative. En chacune de ces articulations du fond du temps, il a toujours nommé. Il n'est en lui-même qu'un immense bruissement de dénominations qui se couvrant, se resserrant,
se cachant. Ce maintenant, cependant, pour permettre d'analyser ou de composer les représentations les plus complexes. À l'intérieur de phrases, la même où la signification paraît prendre un appui muet sur des syllabes insignifiantes. Il y a toujours une nomination en sommeil, une forme qui tient en close entre ce paroi sonore le reflet d'une représentation invisible et pourtant ineffaçable. Pour la philologie du XIXe siècle, de pareilles analyses sont restées, au sens strict du terme, lettres mortes, mais non point pour toute une expérience du langage. D'abord ésotérique et mystique à l'époque de Saint-Marc de Révrony, de Fabre d'Olivet, d'Auger, puis littéraire lorsque l'énigme du mot ressurgit en son être massive, avec Mallarmé, Roussel, Léris ou Ponge. L'idée qu'en détruisant les mots, ce ne sont ni des bruits ni de purs éléments arbitraires qu'on retrouve, mais d'autres mots qui, à leur tour pulvérisés en libérant d'autres. Cette idée est à la fois le négatif de toute la science moderne des langues et le mythe dans lequel nous transcrivons les plus obscurs pouvoirs du langage et les plus réels. C'est dans tout parce qu'il est arbitraire et qu'on peut définir à quelles conditions il est signifiant que le langage peut devenir objet de science. Mais c'est parce qu'il n'a pas cessé de parler en des cas de lui-même. Parce que des valeurs inépuisables le pénétrant aussi loin qu'on peut l'étendre, que nous pouvons parler en lui dans ce murmure à l'infini où se noue la littérature. Mais à l'époque classique, le rapport n'était point le même. Les deux figures se recouvriront exactement pour que le langage soit compris tout entier dans la forme générale de la proposition. Il fallait que chaque mot en la moindre de ces parcelles soit une nomination méticuleuse. Part 5, la désignation. Importante. La théorie de la nomination généralisée
découvre au bout du langage un certain rapport aux choses qui est d'une toute autre nature que la forme propositionnelle. Si, au fond de lui-même, le langage a pour fonction de nominer, c'est-à-dire de faire lever une représentation ou de la montrer comme une droite. Il est indication et non pas jugement. Il se lie aux choses par une marque, une note, une figure associée, un geste qui désigne, rien qui soit réductible à un rapport de prédiction. Le principe de la nomination première et de l'origine des mots fait équilibre à la primauté formelle du jugement. Comme si, de part et d'autre du langage déployé dans toutes ses articulations, il y avait l'être dans son rôle verbal d'attribution. Et l'origine dans son rôle de désignation première. Celles-ci permettent de substituer un signe à ce qui est indiqué, celui-là de lier un contenu à un autre. Et on retrouve ainsi dans leur opposition, mais aussi dans leur appartenance mutuelle, des deux fonctions de lien et de substitution qui ont été données au signe et général avec son pouvoir d'analyser la représentation. Remettre en jour l'origine du langage. C'est retrouver le moment primitif où il était pour désignation. Et par là, on doit à la fois expliquer son arbitraire, puisque ce qui désigne peut être aussi différent de ce que montre qu'un geste de l'objet vers quoi il tend. Et son rapport profond avec ce qu'il nomme, puisque telle syllabe ou tel mot ont toujours été choisis pour désigner telle chose. À la première exigence répondent l'analyse du langage d'action. À la seconde, l'étude des racines. Mais elles ne se posent pas comme dans le crée-t-il l'explication par la nature. Et c'est par la loi. Elles sont au contraire absolument indispensables l'une à l'autre.
puisque la première rend compte de la substitution de signes au désigné et que la seconde justifie le pouvoir permanent et de désignation de ce signe. Le langage d'action, c'est le corps qui le parle, et pourtant, il n'est pas donné d'entrée de jeu. Ce que la nature permet, c'est seulement que, dans les diverses situations où il se trouve, l'homme fasse des gestes, son visage est agité de mouvements, il pousse des cris inarticulés, c'est-à-dire qui ne sont frappés ni avec la langue ni avec les lèvres. Tout ceci n'est encore ni langage, ni même signe, mais effet et suite de notre animalité. Cette manifeste agitation a cependant pour elle d'être universelle, puisqu'elle ne dépend que de la conformation de nos organes. D'où la possibilité pour l'homme d'en remarquer l'identité chez lui-même et ses compagnons. Il peut donc associer aux cris qu'il entend chez autres, à la grimace qu'il perçoit sur son visage, les mêmes représentations qui ont plusieurs fois doublé ses propres cris et ses mouvements à lui. Il peut recevoir cette mimique comme la marque et la substitut de la pensée de l'autre, comme un signe. La compréhension commence. Il peut en retour utiliser cette mimique devenue signe pour susciter chez ses partenaires l'idée qu'il éprouve lui-même, les sensations, les besoins, les peines qui sont associées l'ordinaire à de tels gestes et à de tels sons. Cris jetés à des signes en face d'autrui et en direction d'un objet. Pure interjection. Avec cet usage concerté de signes, expression déjà quelque chose comme un langage et en quelque chose comme un langage est en train de naître.